Hello, hello, Foxtrot 4 Hotel Whisky Novembre F4 HWN. J'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une petite vidéo histoire d'évoquer ensemble deux sujets. Premier sujet, le TK11. Ça fait des semaines que j'aurais dû vous tenir un minimum au courant de mon avancée concernant le TK11 et de ce que je sais aujourd'hui. Et le deuxième sujet, ça va tout simplement tourner autour de l'UVK1, donc un autre poste que l'on va rapidement découvrir ensemble et je vais vous partager les quelques informations que j'ai à son sujet. Voilà, on s'installe et c'est parti. Ok, alors concernant le TK11, on va faire un petit résumé des épisodes précédents. Le TK11, c'est ce poste qui a été annoncé, pas forcément au bon moment d'ailleurs, en février 2025. En fait, Quan Cheng a annoncé la sortie de ce poste quelques jours avant de globalement partir en congé à l'occasion du Nouvel An chinois pendant 3 ou 4 semaines. On savait qu'il ne se passerait rien. Donc ce poste a suscité beaucoup d'interrogations. Moi j'ai essayé de vous tenir un peu au courant avec les informations sourcées, donc origine Quan Cheng, pour essayer de répondre à vos principales interrogations et vos principaux questionnements concernant ce poste. Je voyais aussi un peu tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, donc j'ai essayé de faire de mon mieux pour vous donner des informations sourcées et vérifiées. Et puis, ce poste a fini tout simplement par sortir au mois d'avril, donc j'en ai reçu un certain nombre d'exemplaires. Je vous en avais donc longuement parlé, je vous avais donné mon premier ressenti concernant ce poste, je vous avais fait une vidéo notamment de démontage pour vous montrer un petit peu l'électronique à l'intérieur. Et puis j'ai continué à chercher un petit peu, voir si éventuellement il serait possible de faire quelque chose avec ce poste et de modifier notamment le firmware interne. Alors il y a des tas de choses que je ne vous ai pas montrées. J'ai essayé effectivement de dialoguer avec ce poste, notamment via une interface SWD, sans succès. Et j'en suis très vite en fait arrivé à, disons, une intuition. Je me suis dit, je pense que ce poste est tout simplement verrouillé. Je vous avais déjà alerté sur le fait que j'étais assez étonné par le peu de documentation autour du microcontrôleur, le MV Silicon. Globalement, il n'y a rien. Et en regardant d'un peu plus près également le firmware d'usine, alors j'ai pas le code source, hein, mais on peut quand même analyser un certain nombre de choses au niveau du binaire de ce firmware. J'en suis arrivé à me dire que ce poste, ce TK11, devait sans doute être en capacité juste de faire fonctionner des firmwares signés numériquement par Quan Cheng. Donc en gros, c'est un poste qui est fermé et on peut juste éventuellement envisager de faire des mises à jour par des firmwares clairement estampillés Quan Cheng en utilisant leur logiciel CPS pour pouvoir faire ces mises à jour. C'est la conclusion en fait à laquelle je suis arrivé, donc forcément c'est pas forcément très très bon signe, c'est pas une bonne nouvelle. Et j'ai eu l'occasion d'en parler bien sûr avec Quan Cheng, et j'ai profité notamment d'une occasion. Ça devait être dans le courant du mois de mai, ils ont lancé une campagne de pub où ils mettaient en avant l'UVK5 et ils insistaient sur le fait que l'UVK5 était ouvert au firmware alternatif et au support de Chirp. Alors pour moi, ils tendaient la perche, hein, ou le bâton pour se faire taper dessus. Je leur ai dit, j'espère qu'il en sera de même pour le TK11 un jour. Et puis, peu de temps après, ils m'ont également contacté pour me dire qu'ils avaient finalisé une nouvelle version du firmware du TK11 qu'ils m'ont envoyé avant tout le monde. Et je leur ai dit merci, mais je leur ai dit que je ne ferais pas la mise à jour, ce qui les a un peu étonnés. Et je leur ai dit, oui, moi j'ai pas de Windows. Et ça, ils n'avaient pas réalisé qu'il y avait un certain nombre d'utilisateurs un peu chiants, comme moi, qui n'ont pas de Windows, comme tous les gens qui utilisent du Linux ou du macOS. Et pour nous, l'utilisation du TK11, ça se résume à utiliser le poste en faisant les paramétrages depuis le poste, puisqu'on ne peut pas utiliser le CPS. Alors je mets bien sûr beaucoup de mauvaise volonté, hein. S'il fallait, je pourrais me monter une machine virtuelle avec un Windows dessus ou demander à quelqu'un de mon entourage qui dispose d'un Windows.
mais j'ai pas envie de le faire. Donc, je leur ai dit merci pour le firmware, mais bon, je vais l'archiver dans un coin, mais je pourrais pas tester. Donc, on en est arrivé à discuter quand même pas mal du TK11 et ils m'ont confirmé effectivement mon ressenti. Le poste est effectivement verrouillé. Et les seuls firmware qui tournent sont des firmware qui sont signés par Quansheng. C'est pas une bonne nouvelle, mais ils ont également pris conscience du fait que bizarrement les ventes du TK11 sont pas forcément dans les mêmes volumes que ceux de l'UVK5. Donc ils doivent forcément se poser des questions. Ils ont commencé à échanger avec moi sur une alternative pour sortir de cette situation. Et ils m'ont dit, voilà, ce qu'on serait prêt à faire, c'est à mettre en circulation quelques TK11 légèrement modifiés, sur lesquels il serait possible de pouvoir déployer et développer des firmware alternatifs, sans que ce soit des firmware signés par Quansheng. Et on serait prêt éventuellement à partager avec les développeurs un minimum de documentation technique et pourquoi pas le code source du firmware d'usine. Est-ce que ça t'intéresse? Donc bien évidemment, je leur ai dit, bah oui, il n'y a pas de souci. On en est où aujourd'hui? Alors je vais vous montrer, donc ici vous avez un TK11.5, donc ça fait partie des TK11 que j'ai reçus fin mars, début avril. Et la chose intéressante à regarder, c'est quand vous regardez derrière, vous savez, vous avez le modèle ici, TK11.5, la puissance inférieure ou égale à 10 watts, les plages de fréquence, et ici vous avez le numéro de série. Donc sur le numéro de série, on apprend que c'est un TK11.5 qui a été fabriqué en 2025, en avril, et il porte le numéro 160 133. Autant vous dire que des TK11, ils en ont produit en quantité astronomique. Maintenant, voici un autre TK11. C'est pas celui que j'ai démonté, puisque celui que j'ai démonté avait la même coque. Et on va regarder ce qu'il y a derrière. Donc vous voyez un TK11 tout court, puissance 10 watts, plage de fréquence, et le numéro de série, c'est donc un TK11 qui a été fabriqué en 2025 en juillet, et il porte le numéro de série 16. Autant vous dire que celui-là, il est collector. Alors j'en ai plusieurs comme ça, et en fait c'est le fameux TK11 open, c'est-à-dire non verrouillé. Alors vous l'avez aussi en dessous, je vais essayer de faire la mise au point, vous voyez tout en bas, ici, vous avez la mention open, que vous ne retrouvez pas bien sûr sur le modèle que vous avez acheté sur AliExpress. Voilà, alors cette terminologie open d'ailleurs, c'est moi qui leur ai dit, si vous voulez différencier tous ces modèles, appelez-le le TK11 open, histoire de faire un peu de lobbying autour de l'open source. Donc, ces modèles ouverts, non verrouillés, ils existent. Encore une fois, moi j'en ai à disposition. J'en ai parlé avec Faxei, donc Michael. Vous savez, Faxei, c'est celui qui a développé notamment l'analyseur de spectre, dont vous avez une version qui est embarquée dans certaines éditions de mon firmware, Bandscope et Basic. Je sais qu'il est aussi destinataire de ces modèles. Alors quand je l'ai contacté, il m'a dit qu'ils n'avaient pas encore reçu, mais qu'il allait probablement les recevoir. Mais il m'a dit, et il a exactement le même avis que moi, c'est bien d'avoir déjà le hardware qui va bien, mais on nous a parlé aussi de nous communiquer des informations techniques, pourquoi pas des sources. Et là, en l'état, on n'a rien vu. Donc j'ai beau avoir un poste qui a priori est déverrouillé, moi je suis pas magicien. Quand vous regardez ne serait-ce que le microcontrôleur, le MV Silicon, c'est pas avec un PDF de 10 pages où il n'y a rien de technique dedans d'ailleurs qu'on va aller très très loin. Donc pour l'instant, c'est l'impasse. Voilà. Mais c'est ce qui explique aussi que
Bah, vous l'avez remarqué par vous-même, hein, à ma connaissance, vous n'avez pas vu de firmware alternatif sur le TK11, alors qu'on est pourtant déjà au mois d'août. Vous n'avez pas vu de modification hardware en profondeur. Bon, j'ai bien vu quelqu'un qui avait changé la prise jack de l'antenne HF pour mettre une prise SMA, qui avait changé l'écran également pour mettre un écran orange. Bon, bah, de toute façon, c'est le même écran que sur l'UVK5, donc on prend un fer soufflant, on prend un écran d'un UVK5, on le met à la place de l'écran du TK11 d'usine, et puis ça y est, on a un écran orange, il n'y a pas de problématique là-dessus. Mais on sent qu'il n'y a pas la même dynamique, hein, il n'y a pas la même R&D autour du TK11. Bah, tout simplement parce que ce poste est fermé, quoi, et qu'aujourd'hui on ne sait pas quoi en faire, parce qu'on manque d'informations, etc., etc. Je pense également qu'il y a un autre phénomène qui joue, qui est lié en fait à l'usure. L'usure, pourquoi? Bah, parce qu'en fait, les développeurs qui ont travaillé sur l'UVK5, bah, ils ont beaucoup travaillé dessus pendant des semaines, des mois. Alors je pense que moi j'ai quasiment le record de longévité parce que ça fait 1 an et demi maintenant. Il y en a qui ont fait un passage beaucoup plus rapide. On prend Exhumer, c'est quelques mois, hein. Le gros de sa contribution, ça a été sur la fin de l'année 2024, si mes souvenirs, 2023, pardon, si mes souvenirs sont bons. Alors ça remet pas en cause la qualité de son travail, hein, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça lui a nécessité énormément de temps, euh, du temps personnel, et c'est du bénévolat, hein. On n'est pas rémunéré pour ça en fait. Donc en fait, je pense qu'il y a beaucoup de développeurs qui sont passés à autre chose, qui sont lancés dans d'autres projets, soit par manque de temps, soit par perte de motivation tout simplement, soit parce qu'ils ont une vie aussi à côté et c'est normal. Euh, Tout ça pour dire que le TK11 aujourd'hui, bah, c'est un peu l'impasse. Alors je sais pas ce que ça va donner dans les, euh, les semaines à venir, mais voilà où on en est, hein. Ce poste, en tout cas celui que vous achetez, est verrouillé. Il y a quelques postes qui sont éventuellement déverrouillés ou déverrouillables, mais on n'est pas magicien non plus. Et sans information complémentaire, ça sera compliqué de vous proposer des choses. Ok, alors deuxième sujet que je voulais évoquer avec vous, c'est la sortie prochaine de l'UVK1. Alors l'UVK1, je vous en ai parlé rapidement à la fin de la présentation de la version 4.2 de mon firmware, à la toute fin de la vidéo. Ça a suscité relativement peu d'intérêt. Je pense tout simplement parce que les gens n'ont pas vu passer l'information. Mais je trouvais intéressant de vous donner quelques informations concernant ce poste, parce que je pense quelque part que ce sera tout simplement ni plus ni moins que le successeur de l'UVK5. Alors, on va regarder un petit peu de quoi on parle. Ce poste, donc, il est présenté sur ce flyer. Donc, on retrouve un poste qui est en fin de compte assez similaire à l'UVK5, avec des similitudes aussi avec le design du TK11, notamment au niveau du bouton rotateur, qui est a priori le même. Clairement, ça sera un simple VFO, enfin disons un WFO virtuel, mais comme sur l'UVK5. On trouve sur le côté latéral donc un seul PTT et les boutons F1, F2. Au niveau du clavier, sur les 12 touches du bas, c'est exactement le même clavier que sur l'UVK5. Par contre, ils ont réorganisé la première ligne en mettant à l'horizontale les touches menu, exit et les flèches de direction. Un peu comme ils l'ont fait d'ailleurs sur le TK11, mais je trouve là c'est intelligemment fait puisque c'est des touches qui sont du coup plus grosses par rapport aux autres. Moi j'aime bien aussi l'idée d'avoir relevé le clavier au lieu de le mettre en bas. Donc là sur un Quansheng UVK5 vous avez le clavier qui est en bas, là ils l'ont un peu rehaussé. Je pense que ça assurera également une meilleure prise en main, donc en termes d'ergonomie je trouve ça plutôt pas mal.
Bon, on retrouve ensuite très clairement, j'en ai ma main coupée, un écran ST75-65. Pas de surprise. A priori, il y aura des modèles avec des batteries 1400 et 2500 mAh. Je pense qu'elles seront équipées d'une fiche USB-C. Alors là-dessus, j'en ai beaucoup parlé à Quansheng. Je leur ai dit arrêtez de nous livrer des chargeurs secteur 220 pourris, on s'en fiche en fait. Mettez-nous des batteries rechargeables en USB-C, c'est tellement pratique. Et en plus, ça va simplifier votre packaging, ça fera des packaging plus petits et moins lourds. Donc voilà, donc je pense qu'ils m'ont écouté là-dessus. Euh, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? On voit également la mention 512 kg. Alors, est-ce que c'est des bits ou des bytes, hein? C'est toujours le délire de l'artiste. Quand les marketeurs mettent ce genre d'informations, il faut toujours se méfier. Bon, pour moi, ça sera des bits, hein. Donc, en fait, il y aura une EPROM de 64 kilooctets. Voilà. Comme ils ont déjà sorti d'ailleurs des UVK5 avec ce genre de mention. Donc voilà, pour moi, c'est clairement le successeur de l'UVK5, cet UVK1. Il sera disponible d'ici quelques semaines. Perso, je trouve qu'il est plutôt chouette. Visuellement, je trouve plutôt réussi. Je suis pas forcément fan du TK11, mais là, j'aime bien ce poste. Alors, dans mes échanges, Quansheng m'a demandé si j'étais intéressé à porter mon firmware sur ce poste. Donc je leur ai dit, bah oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais ils m'ont dit, il y a quand même un petit souci. Ah bon? Eh bien, sachez que donc sur l'UVK5, vous le savez, je vous en ai souvent parlé, l'UVK5 est doté d'un microcontrôleur DP32G030 qu'on connaît bien maintenant. On sait que sur le TK11, il y a un MV silicone qui malheureusement est un peu mystérieux, avec très peu de documentation technique dessus. Eh bien, cette UVK1, je peux vous l'annoncer, va être équipée d'un troisième microcontrôleur, encore une fois différent, qui est le PY32F071. Alors, on va regarder ensemble d'ailleurs un peu quelques informations techniques. Donc, c'est toujours un Cortex M0, donc en l'occurrence un M0+. Les informations intéressantes, c'est que la fréquence d'horloge passe du coup à 72 MHz. Sur un DP32G030, on est à 48. Donc ça veut dire qu'on va avoir un cadencement beaucoup plus rapide. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, est-ce qu'on a besoin d'avoir autant de vitesse d'exécution sur une petite radio UHF-VHF? J'en suis pas sûr, mais bon. Par contre, la mémoire flash, elle passe à 128 kg. Là, c'est des kilos octets, donc le double de ce qu'on a par rapport à un DP32G030. Et pareil pour la SRAM, on a 16 kg sur ce microcontrôleur contre 8 sur le DP32G030. Alors, c'est un microcontrôleur qui est très différent en fait, ne serait-ce qu'au niveau du brochage. Donc ça sera donc un modèle LQFP48, donc il y a 48 broches, il y en a 32 sur un DP32G030. Donc c'est pas du tout un modèle qui est compatible broche à broche. Et du coup, ça veut dire que dans les couches basses, il y a tout qui change. Et là, quand ils m'ont annoncé ça, ils étaient un peu embêtés. Ils m'ont dit, voilà, on t'a pas tout dit, mais la puce va changer. Et quand ils m'ont donné les specs, bon, j'ai été plutôt content quand j'ai eu les specs parce que ça ouvre la porte à pas mal de choses sympathiques, hein. Si on a 128 kg pour la mémoire flash, pour les firmware, c'est génial. Mais voilà quoi. Ce changement de microcontrôleur ne facilite en rien le portage de mon firmware dessus. Ça veut dire que sur les couches basses, en fait, il y a plein de choses qui vont changer. Donc les registres, tout ce qui est également probablement Direct Memory Access, donc tout ce qui est DMA, etc. D2C. Bon. Et donc il va falloir revoir toute la couche d'abstraction en couche basse du firmware. Je sais même pas si je serais capable de le faire en fait. Donc je leur ai dit que j'étais bien évidemment intéressé, mais bon, j'ai des compétences, mais elles ont leurs limites, hein. Donc j'essaierai de faire au mieux, mais voilà. Alors bien sûr, si ils m'aident et qu'ils m'apportent une assistance, que ça soit technique ou au niveau du code source du firmware d'usine qu'ils vont proposer, ça pourra me faciliter la tâche, mais voilà. Donc à voir ce que ça donnera. La bonne nouvelle tout de même, c'est
Je vous parlais tout à l'heure du MV Silicon, du TK11, il n'y a quasiment pas de doc. Là, on a de l'information. Si je prends par exemple ici ce datasheet, il fait 78 pages. Et là, par contre, c'est verbeux. On a un certain nombre de schémas blocs comme ça qui sont extrêmement détaillés. Euh, c'est pas le MV Silicon du TK11, hein. Là, on a vraiment globalement plein de choses très intéressantes, nécessaires pour pouvoir eh bien, travailler finement, comme on l'avait d'ailleurs sur le DP32G030 de l'UVK5. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais ça va nécessiter du boulot. Est-ce que j'arriverai à le mener à bien? Est-ce que j'aurai le temps de le faire aussi? Je sais pas, parce que ça veut dire qu'il y a plein de choses qui va changer. Probablement que le bootloader est différent, probablement que le mapping dans les proms va être modifié. Ça veut dire vraiment revoir toute la couche d'abstraction, la couche basse, euh, avec le risque à chaque fois, à tout moment, de briquer son UVK1. Je parle même pas du redéveloppement d'un driver Chirp. Enfin, c'est un boulot qui est monstrueux en fait, hein. Enfin, en tout cas monstrueux pour une seule personne. Donc, est-ce qu'il y aura une vraie dynamique autour de cette UVK1 ou est-ce que ça sera comme pour le TK11, a priori peu de volontaires pour bosser dessus? Ça, j'en sais rien. Voilà les amis pour toutes ces informations. Donc comme ça, vous avez plus d'informations sur le TK11 et l'UVK1. J'espère que ça vous aura intéressé. J'ai encore été probablement extrêmement long. Bon, c'est difficile d'être très exhaustif sur des sujets aussi compliqués. Bah écoutez, sous la vidéo, dans la description, j'essaierai de vous mettre un certain nombre de liens. Bien évidemment, quand j'aurai des informations complémentaires, je vous tiendrai au courant. Et puis sous la description, vous allez trouver les commentaires pour les questions, les remarques ou les insultes. D'ici là, je vous souhaite une excellente fin de week-end. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et puis à très bientôt quand j'aurai des choses à peu près intelligentes à vous dire. Voilà, excellente fin de week-end. Encore merci pour votre soutien et à très bientôt. 4HWN qui part en QRT. Ciao, bye bye.